Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour notre webinaire sur la REP, emballage industriels et commerciaux, anticiper la réglementation. Donc merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux parce qu'on a eu énormément d'inscrits pour ce matin. On est 470 ce matin, normalement, en tout cas inscrits. N'hésitez pas à envoyer des questions. Vous pouvez interagir avec nous en envoyant des questions. Donc vous pourrez interagir avec nous tout au long du webinaire. On pourra prendre les questions et y répondre. N'hésitez pas à utiliser les fonctionnalités de GoToWebinar. On va attendre 2 petites minutes que tout le monde puisse se connecter. Donc vous êtes 470 à travers la France aussi. C'est important de le préciser parce que même si on reparlera un petit peu de pourquoi on fait le webinaire et qui je suis notamment. Mais on a fait un partenariat au niveau CCI avec les différentes CCI françaises. Donc vous avez des participants de toute la France aujourd'hui. Je vois que ça se connecte pas mal. Hop, on va attendre une petite minute. Hop. Alors, déjà aussi en complément, effectivement, un replay sera envoyé aux participants. Un replay complet sera envoyé aux participants. Donc, voilà, je vois que les questions, ça sera redit et redit, parce que c'est souvent une question qui revient. Mais oui, un replay sera disponible. Comme je vous le disais, du coup, on est potentiellement 470 ce matin pour ce webinaire sur les emballages industriels et commerciaux, faire un point sur la REP qui va arriver. Hop. Eh ben, je propose donc qu'on démarre notre webinaire. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce matin. Hop. Donc moi, je suis Louis Fiers de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Est. Aujourd'hui, ce matin, la Chambre de commerce et d'industrie organise ce webinaire. Donc moi, je suis situé dans le Grand Est. Nous travaillons avec le Climaction. Climaction, c'est l'ADEME et la région au niveau, hop, excusez-moi, au niveau Grand Est. Excusez-moi, les aléas du direct. Hop. Donc, on a un partenariat pour accompagner les entreprises sur les sujets de la transition écologique et énergétique. On réalise pas mal de webinaires sur les sujets achat, éco-conception, déchets. On travaille aussi sur la partie énergie, mais ça, c'est un tout autre sujet. Donc voilà, donc sachez qu'en tout cas, nous, on est un des acteurs de l'accompagnement sur la partie, sur la partie transition écologique et énergétique. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que ce matin, on va vous parler des emballages industriels et commerciaux, puisque notamment, vous allez avoir donc la REP qui va arriver. On va vous en parler un petit peu plus après. Et donc, aussi, sachez que donc, déjà au niveau du Grand Est, il y a énormément de conseillers qui peuvent vous accompagner sur pas mal de sujets différents. Ce diaporama-là vous sera envoyé. Donc, si jamais vous avez des besoins, des demandes sur ces sujets, que vous voulez avoir quelqu'un de votre territoire, n'hésitez pas, vous aurez les coordonnées. Alors, un petit point rappel sur le programme de ce matin. Le programme de ce matin, ça sera une première intervention de Christelle Chancrin de E3 Conseil, EQ Conseil, qui va nous faire un point sur la REP. À quoi s'attendre, une fiche d'identité, des chiffres clés, ce que dit la réglementation en France, le périmètre de l'éco-contribution, les contours de la filière et l'impact financier, les dispositifs de financement et les dispositifs d'accompagnement. Là, ça sera plutôt au niveau de l'ADEME avec Angèle Pellerin qui se présentera tout à l'heure. Et Bonjour. avant de démarrer tout ça, on avait quelques petites questions à vous poser, parce que c'est toujours bien aussi de savoir un petit peu à qui on a affaire de l'autre côté de l'écran. Donc, je vous ai envoyé un petit sondage pour savoir aujourd'hui, vous, quelle est votre situation
en tant que participant? Est-ce que vous êtes plutôt fabricant d'emballage? Est-ce que vous êtes utilisateur d'emballage dans votre métier? Est-ce que vous êtes éco-organisme? Parce qu'on a vu qu'il y en avait aussi quelques-uns quand même d'inscrits. Est-ce que vous êtes autre, c'est-à-dire des sociétés, alors CCI, j'ai vu qu'il y avait pas mal de collègues de la CCI, société d'accompagnement, voilà, bureau d'études, etc. Donc on voit que vous êtes quand même une grande majorité de metteurs sur le marché à 60%, des fabricants à 8%, un petit peu d'éco-organismes. Hop, hop, vous avez. Alors, je vais assez rapidement, hein, désolé pour ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre, mais on a 80%, donc avec à peu près 60% d'utilisateurs d'emballage. Donc c'est super parce que c'était notre objectif ce matin d'avoir beaucoup d'utilisateurs d'emballage. Alors, une autre petite question aussi pour là, notre interlocutrice Christelle sur la partie emballage et pour savoir aujourd'hui, est-ce que vous, le sujet REP, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez déjà aujourd'hui? Est-ce que vous faites partie déjà, est-ce que vous adhérez déjà à des REP? Est-ce que vous connaissez le système et vous n'adhérez pas à une REP? Voilà, alors c'est très partagé. Alors j'avais mis oui, oui, on adhère. Alors des fois on ne sait pas qu'on adhère puisque si c'est pas nous qui gérons le sujet en interne, on peut pas trop le savoir. On a 75% de répondants. Hop, je vais partager les résultats avec vous. Hop, c'est très très partagé puisqu'on a quand même un tiers, un tiers, un tiers, on va dire. Hop. Et une dernière petite question. Est-ce que vous pensez que cette REP va impacter votre structure entreprise? Plutôt oui, plutôt non. Aujourd'hui, c'est un peu aussi l'objectif d'essayer de vous définir les contours, même si vous le verrez que voilà, il y a quand même encore beaucoup d'éléments qui sont relativement incertains en raison du contexte réglementaire actuel. Mais en tout cas, on avance vers une mise en place de cette REP à l'échelle de la France. Hop, parfait. Eh bien, hop, donc plutôt oui, bah, vous êtes au bon endroit du coup pour savoir si effectivement ça va vous impacter et globalement à quelle sauce vous allez être mangé. Hop, merci beaucoup pour votre réactivité et je vais laisser tout de suite la parole à notre intervenante Christelle Chancrin de eCube Conseil qui va nous parler un petit peu de cette REP et de tout ce que je vous ai présenté avant. Donc Christelle, je vous passe la main. Très bien. Merci Louis. Bonjour à tous. Déjà merci Louis pour ton invitation à venir présenter cette intervention. Alors juste d'un point de vue technique, est-ce que c'est bon au niveau écran? Est-ce que vous voyez Super. la présentation? Bon, c'est super, parfait. Merci. Bon, merci également donc à la CCI Grand Est de nous avoir conviés et puis à toutes les CCI de France, si j'ai bien compris, finalement, d'avoir rejoint le mouvement. Et puis, ben, merci à vous d'être si nombreux, ce qui fait qu'il y a une bonne pression. Donc, on va faire en sorte que ça se passe bien. Comme Louis vous a dit, n'hésitez pas à poser vos questions, donc soit par le chat enfin, par l'interface, et du coup, à la fin, peut-être nous pourrons répondre à quelques questions. Alors, j'ai une petite intervention qui est donc prévue aujourd'hui pour vous présenter les contours de cette future REP, filière de responsabilité d'énergie du producteur en matière d'emballage industriels et commerciaux et récemment qualifiée d'emballage professionnel. Donc simplement, vous allez me dire si les slides bougent ou pas. Est-ce que c'est bon, Louis? Parce que je ne vous vois plus. Oui, c'est bon. OK.
Donc oui, hein, je ne vous vois plus, donc si vous avez Si, si, mais je vous voilà, entends, une pas de remarque. problème. Ok. Donc juste une petite présentation déjà sur moi-même. Donc je suis Christelle Chancrin, je suis juriste d'affaires et fiscaliste de formation. J'ai monté le cabinet E-Cube, Conseil, Expertise, Économie, Environnement en 2005. Donc on fêtera nos 20 ans l'année prochaine, qui est un cabinet qui est entièrement dédié à l'accompagnement des metteurs en marché sur leurs problématiques, sur les filières de responsabilité élargie du producteur. On travaille en France et dans 45 pays au total. Donc on couvre vraiment un grand scope géographique. On accompagne de très grands producteurs. Voilà, on fait l'accompagnement sur tout type enfin toutes les obligations autour de la responsabilité élargie du producteur. Donc ça va effectivement des éco-déclarations. On peut même externaliser auprès du cabinet les éco-déclarations jusqu'à des diagnostics en éco-conception, des diagnostics de conformité REP en France, à l'international, etc. Alors, aujourd'hui, bah, le sujet qui vous intéresse, c'est bien la future filière REP qui va impacter énormément d'acteurs, hein, pour ne pas dire l'intégralité des metteurs en marché de produits, qu'ils soient donc cette fois-ci à destination des professionnels ou du coup des ménages. Il n'y aura plus d'écueil possible sur ces sujets. Donc, on va le voir comme l'a présenté Louis. D'une part, je vais vous faire un petit rappel d'abord sur les filières REP en elles-mêmes, euh, même si ben, on peut voir grâce au sondage que vous connaissez les systèmes, mais je vais quand même revenir sur certains principes. Ensuite, on va donc définir ce qu'est à peu près un emballage industriel ou commercial et ou professionnel, voilà. Ce que dit la réglementation, où on en est à l'heure actuelle. Et puis, je vais vous donner un petit exemple de ce qui se passe en Europe. Alors, simplement, hop, mais pourquoi ça ne veut plus? Juste simplement, c'est mon diaporama. Voilà. Donc, les filières de responsabilité élargie du producteur. Donc, le principe, vous le connaissez, je vais passer très rapidement, c'est le fait de rendre responsable au titre de l'ancien principe de pollueur-payeur, hein, de faire que les metteurs en marché doivent pourvoir ou contribuer à le traitement, l'élimination des déchets provenant de leurs activités, hein, que ce soit pour les produits arrivés en fin de vie ou les emballages correspondants. Donc à la base, c'est une notion qui est ancienne, vous le savez, j'imagine maintenant, ça date de 1975, même davantage, puisque ce sont les travaux de l'OCDE de 1965 qui ont fondé le principe du pollueur-payeur, et ça a été repris et transposé en France, donc avec la filière emballage ménager par le décret du 1er avril 1992. Et au niveau européen, c'est la directive européenne de 1994 qui a été modifiée plusieurs fois, notamment en 2018, qui est encore en vigueur et qui définit les contours, définit les emballages, etc. et les filières un peu partout en Europe. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020, que vous devez tous connaître puisqu'elle a fait quand même beaucoup de bruit, donc est une transposition de plusieurs directives européennes, notamment donc la directive 94, mais également la directive Single Use Plastic. Et dans cette loi AGEC, elle a entre autres ordonné la création de cette fameuse filière REP, des emballages industriels et commerciaux, qui aurait dû ou devrait rentrer en vigueur au 1er janvier prochain. On va le voir, ça va être un tout petit peu décalé dans le temps, mais voilà, mais maintenant c'est quand même très proche. Voilà, la notion de producteur d'emballage est au cœur aujourd'hui des débats de cette filière, puisque on va voir que ça rebat les cartes de la notion de metteur en marché dans la filière emballage. On va voir effectivement que ça pose un petit peu de problème.
Voilà. Donc aujourd'hui, la filière REP, les filières REP concernent donc les metteurs en marché qui sont constitués par les producteurs, les introducteurs et importateurs et distributeurs. Mais cette filière REP sur les EIC intégrera probablement également les fabricants, ce qui est relativement nouveau. Donc, avec la loi AGEC, vous n'êtes pas sans savoir, on tient le record d'Europe du nombre de filières REP. Donc, même si les pouvoirs publics, etc., annoncent 25 filières REP, nous on en dénombre exactement 31 à l'horizon 2025. Donc, des filières, vous le savez, on a commencé par celle des emballages ménagers, mais il y en a une multitude sur le textile, le papier, les déchets d'équipements électriques, électroniques, même les bateaux de plaisance, les mégots, les produits matériaux de construction du bâtiment. Enfin, on en a dans beaucoup de filières, et ce qui est favorable a priori pour la gestion de déchets et donc pour l'environnement. Évidemment, pour nous, en tant que citoyens, pardon, je reviens juste j'aurais voulu venir avant et finalement je suis arrivée après. Donc, comme le diaporama est pas très, ainsi. Ça veut dire simplement que nous, en tant que citoyens, hein, j'insiste beaucoup là-dessus au cours de mes interventions parce que on ne peut pas faire avancer le recyclage et les filières de déchets sans le geste de tri, hein, que ce soit des citoyens ou des entreprises, parce que évidemment, si tous on met tout en place, tout un système en place et que in fine on ne trie pas, ça sert à rien. Voilà, hein. Donc j'insiste, 30 filières REP, ça veut dire aussi 30 poubelles distinctes pour nos déchets. Donc, c'est assez important à avoir en tête. Donc, revenons sur les metteurs en marché. Metteurs en marché, si on n'est pas en conformité au niveau de ses adhésions auprès des éco-organismes et donc de sa conformité au niveau de sa responsabilité élargie du producteur, on s'expose à une amende quand même très importante qui est de 7 500 € par unité de vente ou tonne de produits mis sur le marché. Donc, ce n'est pas rien. Cette amende n'est pas plafonnée, n'est plus plafonnée depuis la loi AGEC. Et en plus de ça, on s'ajoute potentiellement une amende administrative qui peut être au plus égale à 30 000 € pour non-inscription au registre, déclaration erronée, etc., etc. Donc des sanctions très importantes, alors que, in fine, le coût de l'éco-contribution unitaire, évidemment, peut être vraiment infinitésimal, notamment dans la partie emballage, parce que par exemple, une bouteille d'eau, on a les courants de dire qu'il y a une éco-participation de l'ordre de 1 centime, et en fait c'est même pas 1 centime d'euro sur la bouteille, mais vous voyez que s'il y avait un défaut finalement de déclaration, la sanction serait de 7 500 €. Il vaut mieux se mettre en conformité. Un petit panorama au niveau européen de la filière REP EIC. Où est-ce qu'elle a déjà été mise en œuvre? Il faut savoir que donc au terme de la directive européenne, au plus tard, je vais y revenir un petit peu après, mais au plus tard en fait, d'ici 2030, les États membres devaient mettre en place un système de REP sur la question des emballages industriels et commerciaux. Il faut savoir quand même en France, il n'y avait pas rien. Il n'y a pas rien aujourd'hui. Il y a quelque chose. Mais c'est un changement fondamental que crée la loi AGEC en transformant la EIC actuelle en filière REP. On va voir que ça change totalement de paradigme. Mais par exemple, dans le cas de la Belgique, quand ils ont institué la REP emballage, il n'y avait pas de REP, il n'y avait pas de système concernant les emballages industriels et commerciaux, ce qui fait que quand ils ont monté leur REP emballage, ils ont monté la REP dans son ensemble, pour les emballages ménagers et pour les emballages industriels et commerciaux. Donc, c'est vrai que ça paraît du coup beaucoup plus simple à l'étranger, enfin voilà, en Belgique peut-être,
Mais en fait, c'est que nous avions une réglementation qui datait d'après-guerre, pardon, de 1947, et donc qui prenait déjà en charge les déchets industriels et commerciaux. Ce qui fait que nous avions un système, mais pas sous REP. Alors, de quoi on parle dans les emballages industriels et commerciaux? Ça, c'est évidemment une question majeure. Vous avez peut-être entendu parler que récemment, le gouvernement a mis en consultation, pardon, un projet de décret qui redéfinit les emballages professionnels. Il y avait eu déjà donc dans la loi et notamment dans la réglementation concernant les emballages de la restauration, il y a eu déjà des définitions qui avaient été posées, mais manifestement, il va y avoir encore une évolution. C'est-à-dire que dans un premier temps, on parlait vraiment donc des emballages professionnels, B2B, hein, destinés euh, donc voilà, aux professionnels et des emballages intermédiaires de transport, ce qui semblait, entre guillemets, exclure les emballages primaires. Donc on visait avant tout les emballages secondaires et tertiaires. Mais en fait, évidemment, enfin, dans le projet de décret redéfinit ces emballages professionnels et intègre les emballages primaires des produits destinés directement aux professionnels. Donc effectivement, on comprend bien que, je ne sais pas, je vais vous dire n'importe quoi, le fût d'huile, de carburant, enfin non, en même temps, là, je vous dis une bêtise, puisque ça va être un déchet dangereux, mais voilà, un contenant important pour le transport d'un produit à destination d'un professionnel, c'est un emballage primaire et évidemment, ce sera concerné. Euh, Oui, bon, c'est un petit peu dans le désordre, mais la création de cette filière REP est devenue indispensable aussi parce que dans les textes, donc d'ici 2030 au niveau de la directive européenne, l'ensemble des États membres devra atteindre 70% de recyclage en poids de tous ces déchets d'emballage, ménagers et professionnels. Donc, poursuivre tous ces sujets, il est important de transformer la filière. Donc, à nouveau, pour les emballages concernés par la filière EIC, potentiellement, hein, puisqu'aujourd'hui le contour n'est encore pas tout à fait posé, puisque le projet de décret n'est toujours pas publié. Donc, comme je vous le disais, on aura les emballages de vente, les emballages de regroupement, les emballages de transport, quels que soient leurs matériaux, qu'ils soient à usage unique ou réemployés ou réemployables, qui ont contenu des produits dangereux ou non, et, euh, et donc ça concernera également les emballages, par exemple, qui font les navettes entre les différents sites d'un même groupe de sociétés, mais avec des sirettes différents. L'illustration provient d'une présentation de l'éco-organisme Twice. Vous allez voir Twice, futur candidat à cette REP. Au niveau du gisement, donc l'étude de préfiguration de l'ADEME, qui remonte au printemps 2024, qui a été publiée pardon au printemps 2024, donc estime le gisement des emballages industriels et commerciaux à prendre en compte et à gérer dans cette nouvelle filière à 7,4 millions de tonnes environ. Donc, auquel s'ajoutera donc les déchets d'emballage de la restauration. Et donc, on sera à peu près à 8 millions de tonnes d'emballage à couvrir. Aujourd'hui, donc, on a bien un système donc en termes de répartition hein, de ces déchets. C'est essentiellement du papier carton et du bois, voilà, et du plastique. On voit que c'est quand même largement, et on comprend bien, représenté par le papier carton.
Aujourd'hui, c'est déchets industriels et commerciaux, toujours en vertu de l'étude de préfiguration de l'ADEME, euh, correspondent à un coût total de 630 millions d'euros, ce qui donne à peu près l'enveloppe des frais qui seront à couvrir dans la future filière REP. Alors, je dis à peu près puisque aujourd'hui on estime du coup il y a eu un certain nombre d'interventions, par exemple justement de Twice, il y a eu une intervention de Valopat, je crois, il y a 2 jours sur cette nouvelle filière. La couverture des coûts est estimée en fait à couvrir, est estimée à environ 500 millions d'euros. Euh, Voilà, hein, ce qui donne le budget des éco-organismes qui vont se présenter sur cette filière, et en sachant qu'il y a quand même un certain nombre de valorisations de ces matières, de ces emballages aujourd'hui qui sont spécifiques euh, et qui sont d'ores et déjà repris. On voit quand même par rapport, vous voyez, au gisement, à la slide précédente, hein, on voyait que le plastique représentait entre guillemets seulement 13% du gisement. En revanche, en termes de coût, hein, ça représente quand même 36%. C'est quand même important. Pareil pour le bois. Donc on voit que le coût de traitement est différent selon les matériaux. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les objectifs que nous devons atteindre, qui sont fixés dans la directive européenne et qui vont être amenés à évoluer également avec le projet de règlement européen sur les emballages que nous appelons PPWR, qui donc en tout cas qui pose donc un objectif au 31 décembre de recyclage de 70% au poids de tous les emballages. Aujourd'hui, on y est quand même sur notre territoire, mais pas sous forme de REP, hein, puisqu'on y est à peu près. Aujourd'hui, on atteint 70% sur les EIC et 72%, 75% on disait en 21, en 72% en 2021. Là, les chiffres de comptabilisation du recyclage dans le domaine des emballages, notamment ménagers, a changé, ce qui fait que le chiffre est sorti il y a quelques jours aussi sur l'année 2023 et on est à 67%. Donc on a un petit peu baissé, mais c'est parce que les critères ont évolué depuis. Donc on y est presque. Il va falloir, les objectifs restent ambitieux. Là, je ne vais pas en revenir en détail là-dessus parce que le temps passe. Ce sont les objectifs à atteindre par type de matériaux. Donc voilà. Alors pour ce qui est de la réglementation, aujourd'hui, la REP professionnelle qui est déjà en vigueur, c'est celle des emballages de la restauration. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier. Du coup, bah non, bah d'ailleurs, 2024. Hein, c'était prévu, pardon, pour le 2023, ça aurait dû être corrigé, ça l'a pas été, mais sur ma slide. Effectivement, c'est opérationnel depuis 2024 et nous avons Citeo Pro qui est l'éco-organisme sur le sujet. Alors, donc, pour le périmètre de cette filière, première filière d'emballage professionnel, ce sont tous les emballages de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant pardon, une activité de restauration. Donc, euh, et on a un arrêté du 20 juillet 2023 qui a précisé les contenants et les volumes qui sont concernés par cette nouvelle filière. Donc, par exemple, effectivement, l'emballage primaire du seau de crème fraîche de 1 kilo, plus d'1 kilo, est considéré du coup par défaut comme un emballage professionnel. Là où ça a une incidence très importante pour les metteurs en marché, c'est qu'en fait, ces définitions d'emballage de la restauration, qui définissent par contenant, fait
passer le reste des emballages de produits, je dirais donc intermédiaires, dans la REP des emballages ménagers. Donc c'est ce qu'on appelle les emballages mixtes ménagers. Et donc effectivement, ce sont des emballages qui sont susceptibles de se retrouver dans le circuit des professionnels et dans le circuit des ménages ou être emportés par les ménages et donc à ce titre, doivent être déclarés dans la REP en emballage ménager. J'insiste sur ce point parce que nous accompagnons des metteurs en marché sur ces questions-là. Et clairement, c'est un changement du périmètre de la filière emballage ménager, pour le coup, du fait de cette évolution de l'emballage professionnel. Et attention, les coûts de l'éco-contribution des emballages ménagers sont nettement supérieurs à ceux qu'on aura probablement pour les emballages de professionnels. Donc attention parce que il faut s'attendre à encore une hausse très importante de votre contribution emballage ménager si vous êtes entre les deux pour donc le périmètre de la restauration. Et puis, vous avez, donc là, je vous dis la particularité, c'est qu'on a des contenants qui sont définis par volume et on va voir que pour la REP professionnelle au sens large, prenant l'ensemble des EIC, toutes activités confondues, il est également aussi prévu dans le projet de décret que une liste de produits avec des volumes spécifiques soit définie. Donc ça, c'est dans le projet de décret. On verra quand cette liste paraîtra. Et donc là, représenter ça, c'est un visuel de Citeo, Citeo Pro, pardon, représenter en hors rep la palette. Effectivement, donc les emballages de transport et de palettisation, bien sûr, seront concernés en 2025 par la REP EIC. Mais donc on vient de voir que ça concernera les emballages secondaires et primaires également, dès lors que destinés à un professionnel. Un certain nombre d'obligations sur la filière, les filières REP et d'une manière générale vont également s'appliquer à cette filière REP des emballages industriels et commerciaux, et notamment l'obligation de réemploi. Et dans l'obligation de réemploi, donc de mettre en place donc des emballages réemployables à destination des utilisateurs et des consommateurs. Donc, le calendrier de déploiement des emballages réemployés est progressif. Donc, il a démarré cette année même. Et d'ici 2027, puisque cette année il était fixé à 6%, et cette année et en 2027, il devra atteindre 10% chez l'ensemble des metteurs en marché. Hein, donc, il faudra proposer des emballages réemployés et réemployables, y compris donc dans la filière des emballages industriels et commerciaux. Je vous disais, ce qui va changer avec cette nouvelle filière REP, c'est vraiment un changement de paradigme. Parce que aujourd'hui, donc, comme je vous disais, le système, il existe déjà. Aujourd'hui, en tant que professionnel, quand vous avez des déchets, vous les faites bien prendre en charge. C'est-à-dire que vous avez bien une benne et vous payez actuellement pour la benne pour faire traiter les déchets dont vous êtes détenteur en tant que professionnel. Donc, vous vous êtes fait approvisionner d'une marchandise qui est arrivée emballée, vous avez défait cet emballage, vous avez jeté cet emballage auprès de donc, une benne dans votre entreprise, et celle-ci, vous la faites aujourd'hui collecter et évacuer à vos frais. Le fait de passer en filière REP et de faire passer donc de la responsabilité du traitement du détenteur du déchet au producteur du déchet fait que le financement donc le coût que vous supportez pour faire éliminer votre benne, demain, c'est le metteur en marché qui va le supporter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que détenteur de déchets professionnels, vous allez pouvoir faire appel à un éco-organisme pour venir collecter gratuitement ces déchets chez vous.
Donc, vous voyez, c'est un changement d'organisation. Et donc, quelque part, aujourd'hui, je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, c'est Suez, Veolia, pas prêt, que tout ce que vous voulez qui viennent récupérer les déchets chez vous euh, demain. Donc, ce sera peut-être les mêmes acteurs, mais ces acteurs-là seront payés par l'éco-contribution versée à l'éco-organisme. Voilà. Donc, ça va euh, lisser le système et puis rendre le côté donc important au niveau du producteur, c'est que les producteurs d'emballage, si votre emballage, si le fabricant d'emballage livre un produit emballé fini directement qui pourra directement être vendu à un professionnel, et ben, le fabricant sera directement concerné. Donc, euh, ça va être très important en termes d'impact. Le projet de décret dont je viens de vous parler, qui est, dont la consultation est terminée et dont on attend maintenant la publication, parce qu'il y a eu un certain nombre de réflexions et de propositions d'amélioration qui ont été proposées. Donc on attend de voir comment ça va être digéré. Dans ce projet de décret, il est prévu de réunir donc la filière REP des emballages de la restauration avec la filière REP des emballages professionnels. Donc il y aura plus qu'une seule filière. C'est pour ça que je vous ai parlé de la filière REP des emballages de la restauration juste avant, puisqu'en définitive, euh, ça va être la même filière. Et voilà, hein, donc ça va concerner absolument tous les produits. Une précision importante, euh, pardon, c'est que la filière aussi, dans le projet de décret, il est bien indiqué que la filière REP serait financière. Alors, l'aspect financier n'est pas opposé, mais qui est complémentaire avec la filière REP opérationnelle. À savoir que la filière financière, c'est donc l'éco-organisme qui va financer les collectivités ou un prestataire pour la prise en charge des déchets, mais ne se chargera pas directement de l'organisation de la filière, hein, l'organisation de la collecte, du recyclage, etc. Elle ne fera que financer. Alors que dans la filière opérationnelle, l'éco-organisme, au contraire, met en place un système où il collecte et il s'assure du recyclage et du traitement du déchet. On peut avoir des filières mixtes qui font les deux. Et la filière de l'emballage de la restauration était une filière mixte, alors que là, la filière REP professionnelle s'engage vers une filière de nature financière. Donc écoutez, affaire à suivre hein, dans le décret définitif, parce que bah, là encore, peut-être des petits conflits à résoudre dans le temps. Les quelques éco-organismes déjà Christelle, candidats, je me permets, Christelle, parce il faut accélérer, parce qu'on est en train de dépasser le temps, donc je vous, pardon, voilà, oui, tu as raison. Les éco-organismes sur la filière, il y en a quelques-uns, il en manque, mais voilà, on a Citéopro, on a l'Eco, on a Valobat, on a Twice, on a même Éco-Maison. Voilà, des éco-organismes. Twice est le seul éco-organisme qui va être uniquement dédié aux emballages industriels et commerciaux. Les autres éco-organismes agissent sur d'autres filières, notamment les emballages, etc. Un petit contour, un petit exemple de la Belgique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, donc je vous en avais parlé tout à l'heure, hein, ce qui n'est pas un emballage ménager en Belgique est forcément un emballage industriel et commercial euh, à déclarer dans la filière EIC. On s'oriente dans le projet de décret à un système un peu similaire. Ce qui est intéressant en termes de coût,
puisqu'aujourd'hui on ne les connaît pas, hein. Je vous dis, on a 500 millions d'euros à couvrir simplement. En termes de coûts, les emballages réutilisables en Belgique ne contribuent pas. Et on a des différences de tarifs assez importantes, encore une fois, sur en fonction des matériaux. Je passe vite fait parce que ça c'est quelque chose qui est intéressant. À isotonnage de matière et de produits mis sur le marché, d'emballage mis sur le marché, vous avez la contribution 2023 et la contribution aux Pays-Bas pour des EIC. Donc vous voyez, vous avez un rapport euh, vous voyez, un à 3 hein, de 43 000 euros pour 1600 tonnes, 1603 tonnes de produits mis sur le marché et 133 000 aux Pays-Bas. Vous voyez, je ne sais pas en France quel sera le niveau, mais ça risque d'être assez impactant et voilà. Voilà. Donc en conclusion, anticiper, réduisez, consigner. Voilà. Hop, merci beaucoup Christelle. On a énormément de questions. On Donc, a énormément de questions, donc notamment une question principale qui est spécifiquement de définir en fait qui est concerné par la mise en place de l'éco-contribution. Est-ce que des fabricants versus utilisateurs, qui va payer et comment éviter de payer deux fois l'éco-contribution? Comment on va s'assurer de ça aujourd'hui? oui, alors c'est intéressant. Alors normalement, il ne faut pas payer deux fois l'éco-contribution, on est d'accord. Il se trouve déjà des emballages industriels et commerciaux comme la filière PMCB par exemple, où il y a déjà des emballages qui sont pris en compte. Donc là, ceux qui relèvent déjà d'une filière existante ne feront pas partie de la filière des EIC. Ça déjà. Ensuite, non, a priori, comme je vous le disais, c'est pas l'utilisateur qui va payer. L'utilisateur va faire appel à l'éco-organisme pour lui demander de venir collecter les déchets dont il est détenteur. En revanche, le metteur sur le marché, le fabricant et le producteur, c'est lui qui va payer l'éco-contribution. Donc aujourd'hui, par exemple, on avait plusieurs exemples. Alors, une entreprise qui va, par exemple, mettre sur le marché des produits, alors qui va vendre des produits, une entreprise qui vend des produits à un professionnel, c'est donc pas lui qui Oui. paye l'éco-contribution, c'est le fabricant. Par exemple, Non. l'exemple du film plastique. J'achète du film plastique, j'emballe des palettes avec du film plastique. Est-ce que c'est la personne qui emballe le film plastique ou est-ce que c'est le fabricant du film plastique? Alors, c'est toujours pareil. On peut avoir les deux étiquettes. Hein, c'est vrai, on peut être et producteur et utilisateur. Mais si vous recevez un emballage et que vous ne faites aucune transformation de l'emballage en vue de le revendre à encore un autre professionnel, dans ces cas-là, si vous ne faites aucune transformation, c'est le fabricant de l'emballage qui va être concerné. Si en revanche, vous transformez, c'est-à-dire vous recevez euh, une caisse carton que vous mettez en œuvre pour vos propres produits et que vous modifiez, dont vous modifiez l'aspect ou la contenance ou le contenu. Là, c'est vous devenez à nouveau, c'est vous qui devenez metteur en marché. Voilà. C'est le fait de transformer et de vous en vue de le mettre sur le marché. C'est le premier metteur, a priori, sur le marché. Mais attention, ces notions sont à prendre encore avec des pincettes, puisque le projet de décret, qui n'est toujours pas donc adopté, va définir précisément ces questions-là. Et aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses encore. Allez-y, j'ai pas précisé Ok, que dans le calendrier de la filière, ce sera probablement, il y a un petit peu de retard, mais ce sera mis en place probablement au premier trimestre, au maximum fin premier semestre 2025. ok. Et est-ce que vous avez des informations sur la publication du décret d'application? Non, pas encore, pas Ok. encore. Bon, et puis La effectivement, consultation est terminée, on ne sait pas. on peut imaginer que ça peut prendre un petit peu de temps vu la situation et le porte-à-faux Non, sur lequel est alors le gouvernement en ce moment.
Ouais. Alors, je pense honnêtement que ça va être publié de toute façon avant la fin de l'année. Ce qu'on attend en Ok, fait avec impatience, c'est la publication du cahier des charges qui va porter agrément des éco-organismes. Et donc, cette publication du cahier des charges, ça, elle interviendra probablement au premier trimestre 2025. Et du coup, ça permettra aux éco-organismes candidats de véritablement déposer leur demande d'agrément. Et à partir de ce moment-là, voilà, la filière pourra être déployée. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'au plus tard, fin du premier semestre 2025, l'ensemble devrait être terminé et on devrait être voilà, les producteurs devront être soumis. ok. Donc c'est une question de mois, hein. Alors, on a, en fait, en termes de questions, il y a énormément d'exemples. Alors, désolé, Angèle, on va continuer un peu après, mais je pense que c'est extrêmement intéressant cette définition-là, parce qu'effectivement, là, on touche quand même un sujet du doigt qui est en fait, qui va être concerné comme metteur sur le marché. Effectivement, aujourd'hui, ça va dépendre du décret qui n'est pas publié encore, si je reformule bien les choses. Donc C'est aujourd'hui, ça. on peut pas être sûr à 100% de ce qui vont être concernés. c- le principe, c'est je suis metteur sur marché, j'emballe un produit. Alors, j'emballe un produit en propre, c'est-à-dire que même par exemple, j'avais tout à l'heure une question. Je suis distributeur. Alors, ça, c'est par exemple une question. Je suis distributeur, je fabrique des produits pour un professionnel. Par exemple, des sauces en sachet. Je fabrique des sauces en sachet pour Ah, un distributeur. Mon client est un professionnel et lui le distribue à des particuliers. Comment là, dans cet exemple-là, par exemple, est-ce que je vais devoir payer une éco-contribution? alors, donc là, j'entends, est-ce que les fabricants français versus les MDD ou pas? Effectivement, c'est une bonne question et ça, c'est fondamental parce que ça risque de changer également le périmètre de la filière emballage ménager. C'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais ça peut, c'est vrai. C'est une question importante parce qu'aujourd'hui, la définition de l'emballage ménager dépend de l'utilisateur final ménage. Ce qui fait que, enfin, ce qui fait, et dans cette filière emballage ménager, un producteur français, un fabricant français est responsable des mises en marché, même s'il fabrique pour une marque MDD. Mais dans la filière REP EIC, c'est la règle du premier metteur en marché qui s'applique. C'est la même qu'on va retrouver par exemple dans les déchets d'équipements électriques et électroniques, à savoir que du coup, c'est le distributeur qui a ordonné la fabrication du produit à sa marque propre qui va payer et non plus le fabricant français. Et donc là, il va y avoir un mélange entre les filières qui va être un petit peu complexe à gérer. Ok. Donc dans le cas de l'exemple que je cite, ça va dépendre du décret très fortement parce qu'effectivement, du Exactement, coup, il y a un conflit exactement. d'intérêts, il y a un Alors conflit entre. manifestement, voilà, et je vous dis manifestement quand même dans la REP-EIC, effectivement, il est prévu, et je pense que ce sera ça, ce sera le cas, hein, sous toute réserve toutefois, mais je pense que ce sera ça, à savoir que effectivement le distributeur euh, Carrefour, Auchan, etc., ils seront responsables des produits MDD qui feraient, enfin je dis Auchan, non, parce que là c'est du particulier, mais sur du professionnel, je sais pas, on peut dire point P, point P, disons point P, pour des produits un petit peu spécifiques, va faire fabriquer des produits à destination des professionnels à sa marque, et là, c'est Point P qui devra payer, et non pas le fabricant. Ok. Et donc, pour synthétiser, donc aujourd'hui, vous êtes une entreprise fabricant, même un sous-traitant, vous prenez un produit que vous recevez, vous le déconditionnez, vous le reconditionnez, vous êtes metteur sur le marché de produits, vous serez concerné par la REP Oui, EIC. Vous oui, vous faites vous êtes dans la logistique, vous faites du déconditionnement de palettes, du reconditionnement de palettes. Vous mettez sur le marché des emballages puisque, enfin, vous mettez des films de palettisation, en tout cas, vous êtes concerné par la REP EIC. Pour ce qui est des marchés de la distribution de produits, là, encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait clair et ça va être défini par le décret normalement.
Il y a plein d'autres exemples. Alors, il y a les produits importés, voilà, il y a plein d'autres exemples. Malheureusement, on n'a pas le temps Produits aujourd'hui importés, vous de êtes tous les faire. responsable, hein. Ouais, vous êtes responsable, vous aurez normalement une obligation à voir Tout à l'importation. fait. Alors oui, tac tac. Mais du coup, est-ce que ça sera l'importateur qui devra payer, par exemple, là, dans ce cas-là? Si on, oui, Oui. ok, L'importateur, l'introducteur seront directement responsables et les premiers metteurs sur le marché français. Oui. ok. Donc si Et on est ça, c'est la importateur, règle dans toutes les filières. Donc, si on est importateur de produits emballés à destination en B2B, que même si on ne le Oui. reconditionne pas, on est quand même concerné par la REP EIC. Donc, globalement, Oui. il y aura un sujet de réfléchir à quels produits viennent où et où ils vont et est-ce qu'on les reconditionne dans l'entreprise. Donc, je pense que ça va mettre un petit peu de temps et ça va être peut-être un petit peu compliqué aussi. Comme vous l'avez compris, c'est des choses qui sont pas encore complètement définies puisqu'on attend des arrêtés de publication qui sont énormément en retard. Aujourd'hui, on devait avoir une application au 1er janvier 2025. La repousse n'a pas encore été actée, mais elle le sera, hein. Je pense que Oui. on va avoir un peu plus de temps. Alors Et en tout probablement, cas, mais on n'est pas à l'abri, hein, parce que par la loi, elle est obligatoire au 1er janvier 2025. Le décret sera publié certainement avant la fin de l'année. Potentiellement, si vous voulez, au niveau des éco-déclarations, les mises en marché 2025 pourraient être concernées dès le 1er janvier, hein, pourraient, parce que déclarées en 2026, hein, avec un décalage en fait dans le temps. Donc attention, les mises en marché pourraient être quand même concernées dès le 1er janvier 2025, ok, très bien. même s'il y a du retard dans la publication des textes. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour toutes les questions. Alors, on s'est fait complètement déborder sur les questions. Je suis désolé Pardon, pour c'est la pardon. frustration. J'ai essayé. Non, non, mais c'est plutôt de mon côté parce que là, je vois les questions défiler depuis tout à l'heure. On ne pourra pas malheureusement répondre à toutes les questions. La présentation que vous avez présentée, Chancrin, elle sera disponible par demande à votre mail qu'on vous communiquera aux participants. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, nous, de toute façon, on aura les questions. Il y a quand même aussi encore une bonne nouvelle, parce que là, on parlait quand même mauvaise nouvelle, puisque forcément vous allez devoir payer. Il y a des sujets de collecte, mais qui sont là très très loin par rapport au sujet de prélèvement. Mais du coup, il y a des sujets de devoir payer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si on met en place des actions sur les emballages industriels en réduction, des actions de réduction, de réemploi, on va être gagnant dans cette opération-là. Et on peut aussi, dans le cadre de la partie réemploi, avoir des aides de l'ADEME. Et là, du coup, je laisse la main à Angèle qui va nous présenter un petit peu ce que propose l'ADEME sur ces sujets-là. Super, du coup j'enchaîne. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien mon écran. C'est tout. Oui, c'est bon, Angèle. Ok, Alors, super. désolé, mais niveau timing, on a un peu explosé le temps, donc je Franchement, je vais faire te... mon possible pour le Ok, respecter. J'ai essayé. vas-y. Challenge accepté. Merci. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Angèle Pellerin. Je suis ingénieure économie circulaire au sein de l'ADEME et plus précisément au sein de la direction régionale Grand Est. Du coup, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les accompagnements de l'ADEME. Et donc, c'est son rôle qu'elle a joué au sein de la REP EIC et les accompagnements possibles pour 2025. Donc, tout ça, c'est vraiment un travail qui est fait de la part de mes collègues qui sont basés au siège de l'ADEME à Angers. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, j'enlève ma casquette régionale pour parler plutôt de cette vision d'un point de vue national. Du coup, sans rentrer trop dans le détail, parce que ça a été très bien abordé de la part de Madame Chancrin précédemment, pour le contexte réglementaire, voilà, le principe de REP, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça date de 1975. Suite à ça est découlée une directive européenne, la 94/62, qui a imposé la mise en place d'un principe de REP à l'ensemble des emballages, et cela au plus tard le 31 décembre 2024. Donc c'est demain, donc voilà, il va falloir faire vite pour ne plus être en situation, pour ne pas être en situation d'irrégularité. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, plus connue sous le nom de loi AGEC, a fait une refonte de ce principe de REP, en plus d'imposer d'autres thématiques que juste la collecte et le recyclage, et parler de réemploi et de réincorporation. Voilà, la loi AGEC a fait une refonte et a créé un système d'organisation des filières REP et créé une instance de suivi.
et d'organisation des filières qui avait été confié à un organisme tiers, et ça a été confié à l'ADEME de par son expertise et son historique de suivi des filières REP. Et du coup, l'ADEME a ainsi créé la direction de la supervision des filières REP. Voilà. Juste avant d'aborder la DS-REP, voilà, pour recontextualiser aussi l'ensemble des filières REP qui sont développées à ce jour avec cette fameuse REP EIC prévue pour 2025. Donc on peut voir vraiment qu'aujourd'hui, quasiment l'ensemble de nos objets du quotidien sont ou seront concernés par les filières REP. Et du coup, comme je disais, l'ADEME a développé donc la DS-REP, où son rôle, c'est vraiment d'encadrer et d'accompagner les filières REP pour atteindre les objectifs qui sont fixés par l'État. Et vraiment, ces missions, ça s'appuie sur une observation fine de son fonctionnement pour mesurer les résultats dans l'objectif vraiment de répondre au cahier des charges d'agrément des filières REP. Donc voilà, je passe assez vite. Les prochaines étapes, je me suis dit que c'était bien de faire un peu une slide récapitulative des différents jalons réglementaires de cette REP EIC. Comme ça a été précisé précédemment, l'ADEME a fait une phase de préfiguration en publiant une étude de préfiguration février 2024, où je vous ai mis le lien vers l'étude pour les curieux si vous souhaitez la consulter. Sur 180 pages, c'est vraiment l'idée de faire un état des lieux de la filière et d'apporter des éléments techniques, solides, juridiques et environnementaux sur cette future REP EIC. Suite à cette phase de préfiguration, nous sommes actuellement du coup dans la phase de cadrage et de rédaction qui est pilotée par la DGPR, donc rattachée au ministère de la Transition écologique. Le projet de décret, comme dit précédemment, il a été mis en consultation publique pour contribution, désormais finalisé il y a maintenant un peu plus de 2 semaines. Et la prochaine étape, c'est vraiment la publication au journal officiel d'ici les semaines ou mois à venir. Suite à ça, il y aura le même travail de fait sur l'arrêté de cahier des charges et le périmètre. Donc toutes les questions qui ont été abordées, même les questions dont Madame Chancrin a essayé de répondre. Voilà, ça va être vraiment officiel, ça va être cadré. Et une fois que tout ce contexte réglementaire est publié, il y aura un dépôt des dossiers de demande d'aide par les éco-organismes ou les systèmes individuels qui souhaitent candidater pour cette REP EIC. Une phase d'instruction de ces dossiers et enfin une phase d'agrément pour voir enfin cette REP mise en place techniquement pour 2025. Donc voilà à peu près l'état des lieux et des prochaines étapes. Sans transition, je voulais vous présenter très rapidement l'Observatoire national du réemploi et de la réutilisation, l'ORR, qui est au sein de la DS-REP à l'ADEME. Il a vraiment pour vocation d'être un lieu d'expertise pour accélérer le développement du réemploi en France. J'ai malheureusement pas le temps de vous aborder plus en détail les études au vu du timing, donc je vous invite encore une fois à les consulter si vous le souhaitez une fois le webinaire de fini, et avec également un lien vers d'autres études publiées. Voilà, c'est vraiment un observatoire qui permet vraiment de mettre en lumière beaucoup de questions qu'on se pose et de vraiment mettre en avant les effets bénéfiques du réemploi d'un point de vue environnemental et ce sur quoi il va falloir travailler et développer au plus tôt en France. Également un lien vers le tableau de bord des données de 2023 où c'est vraiment très intéressant de voir quel secteur d'industrie est concerné, quels volumes aussi sont mis sur le marché, avec une grosse nuance et un gros point d'attention sur le fait que les emballages professionnels aujourd'hui, ces données sont vouées à évoluer, car étant donné que l'Observatoire du réemploi n'a pas toutes les mises sur le marché en sa possession, voilà, le taux de réemploi, par exemple, ici à 7,7%, serait peut-être amené à être revu en fonction des mises sur le marché qui vont être bientôt données. Et ça fait justement une bonne transition sur ma slide suivante, où pour 2025, donc dans les quelques mois à venir, si vous mettez sur le marché au moins 10 000 unités de produits emballés par an et à destination des professionnels, vous allez devoir déclarer votre première déclaration annuelle de vos emballages industriels et commerciaux. C'est-à-dire que à partir du 20 janvier 2025, je vous invite à aller sur le site de l'Observatoire du réemploi ou alors vous rapprocher d'une structure collective qui souhaite se candidater sur cette REP EIC pour déclarer vos mises sur le marché de vos emballages qui soient réemployés ou non. C'est une déclaration pour vos emballages à usage unique et vos emballages réemployables ou remployés. Donc voilà, il y aura toutes les informations qui sont disponibles sur cette page. Je vous ai également mis le lien. Il y aura également un guide d'aide à la déclaration avec une FAQ qui sera disponible sur le site de l'ADEME en janvier 2025 pour vous aider.
et avec bien sûr une méthodologie détaillée par l'ADEME, notamment ce document, pour savoir comment compter un emballage qui est réemployé et réutilisé pour avoir une méthode harmonisée et qu'on ait tous des mêmes chiffres et que cette donnée soit exploitable. Désolée, je vais un petit peu vite. Du coup, sans rentrer dans le détail, les différents travaux réalisés et à venir sur l'Observatoire du réemploi, il y a une mise à jour de la cartographie des centres de lavage en 2024 qui a été mise à jour hier. Vous avez l'info en exclusivité. Il y a également le projet de créer une cartographie des EIC réemployables. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre sur une carte les différentes solutions des acteurs, avec aussi l'objectif de créer une plateforme en ligne pour créer des synergies, une coopération entre les différents industriels qui proposent des emballages réemployables. Donc voilà, si vous souhaitez être référencé, n'hésitez pas aussi à prendre contact au sein de l'ADEME. Avec également un deuxième volet de l'étude sur le volet B concernant d'autres matériaux pour concrètement voir l'intérêt environnemental des emballages réemployables et consignés versus des emballages à usage unique. Et enfin, une information à destination plutôt des syndicats et fédérations professionnelles. Si vous souhaitez participer aux feuilles de route sectorielles avec le volet élargi sur le réemploi qui concerne aussi les EIC, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de l'ADEME parce qu'il y a un appel à projet en cours. Désolée, je vais un peu vite, mais je vais essayer de garder le timing. Avant de rentrer dans le détail des accompagnements de l'ADEME pour 2025, je voulais juste refaire un petit contexte, même si ça a déjà été abordé. Voilà, on sait que la loi AGEC fixe des objectifs assez ambitieux et on va s'y tenir, on va tout faire pour y arriver. L'idée, c'était d'atteindre une proportion de 5% d'emballages réemployés mis sur le marché en 2023. Malheureusement, on n'y était pas encore. Et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre ces 10% en 2027. Bien sûr, c'est pas à échelle site industriel, mais à échelle collective, donc soit à l'échelle de l'éco-organisme qui sera agréé. Avec également aussi comme deuxième gros enjeu, c'est la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040, avec bien sûr du coup une stratégie pour atteindre de réduction, de réemploi et de recyclage. Pour ce faire, du coup, il y a des accompagnements de l'ADEME qui sont vraiment en cours de discussion aujourd'hui sur le développement du réemploi des emballages industriels et commerciaux en 2025. Comme vous pouvez le voir, il y a un astérix rouge. Je suis un peu embêtée que le webinaire tombe là fin novembre parce qu'aujourd'hui, rien n'est acté, rien n'est gravé dans le marbre. Donc, je vous invite vraiment à prendre ces informations avec des pincettes, si je peux dire, et de pas créer de frustration parce que il se peut que le dispositif évolue ou ne soit plus vraiment, en tout cas actuel en 2025. Mais voilà, j'ai recoupé avec mes collègues du siège de l'ADEME et on vous a préparé ces quelques slides pour avoir un peu un premier aperçu des accompagnements possibles pour l'année prochaine. Donc, sous réserve que le dispositif ne change pas, l'idée, ce sera vraiment d'accompagner tout type d'entreprise, également des collectivités, des associations, des centres techniques pour développer le réemploi des EIC. Bien sûr, ces EIC devront être recyclables. J'aborderai ce point juste après. Tous les emballages qui sont déjà sous REP, typiquement les emballages ménagers ou ceux de la restauration, ne seront pas éligibles au projet. Et également les emballages qui sont bien déployés d'un point de vue réemploi, typiquement les palettes ou les IPC ou GRV en français. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'impulsion, de développer les projets et d'aider les industriels sur le territoire pour développer le plus massivement et le plus efficacement le réemploi des EIC. L'ADEME permet de vous aider, quelle que soit la maturité de votre projet, que ce soit sous la forme d'une étude, des diagnostics, des expérimentations, par le biais de tests à l'échelle, de faire des essais sur vos lignes de production. Voilà, on peut aussi vous accompagner là-dessus. Et aussi sur la part des investissements sur un déploiement industriel, sur l'achat d'un système de laveuse, sur des systèmes aussi d'autocontrôle pour vérifier que vos emballages sont bien aptes au réemploi. Voilà, c'est assez large. Et donc, toutes ces modalités seront bien sûr disponibles sur la plateforme Agir une fois que le dispositif d'aide sera acté. Voilà, les modalités de calcul sans rentrer dans le détail parce qu'elles peuvent également aussi évoluer. C'est juste voilà, un premier aperçu en fonction de l'étude ou des investissements. Le taux maximal d'aide va de 40 à 80% en fonction des dépenses qui sont éligibles. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais ça peut être assez conséquent, par exemple, notamment pour les petites entreprises qui souhaitent se lancer, mais qui ont besoin
voilà, d'un accompagnement financier sur ce développement et on sait que ça a un impact très fort, notamment pour les petites entreprises. Donc voilà, l'ADEME pourra aussi vous accompagner là-dessus. Sur le point recyclable, je voulais juste refaire un focus là-dessus, où je pense que beaucoup le savent, mais quand on considère un emballage recyclable, c'est qu'il faut qu'il soit trié, collecté et recyclé efficacement dans des filières existantes. Ou alors, dans notre cas, dans les remplois d'emballage professionnels, on est peut-être sur des résines un peu particulières pour respecter des contraintes techniques, logistiques. Et du coup, ce principe-là peut aussi s'appliquer sur la réincorporation directe dans les procédés de production du fabricant et tout en justifiant bien qu'il y ait un système de collecte et que ces emballages fassent bien une boucle fermée. Voilà un peu les différents documents qui seront demandés. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous aurez aussi la présentation. Donc, il y aura vraiment deux volets, volet technique et financier avec une liste des dépenses qu'il faudra nous fournir. Et tout cela sera bien sûr tout recensé sur la plateforme Agir, qui est la plateforme qui recense tous les dispositifs d'aide et d'accompagnement de l'ADEME, où vous pourrez vérifier votre éligibilité, préparer votre dossier, le déposer. Et enfin, je vous invite également à vous référer à votre direction régionale de l'ADEME si vous avez la moindre question, si vous souhaitez aussi être accompagné techniquement ou être mis en relation avec d'autres acteurs. On est là pour ça et donc j'invite tous les industriels, entreprises qui souhaitent travailler sur le sujet de la région Grand Est à me contacter. N'hésitez pas, la porte est ouverte. Voilà, j'ai essayé d'être hyper concise. J'espère que ça a été clair et je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Merci Angèle. On a des questions, mais plutôt liées à des dossiers particuliers sur la partie ADEME. Mais s'il faut donc le retenir, c'est potentiellement, encore du conditionnel, désolé, hein, c'était beaucoup de conditionnels ce webinaire, mais potentiellement des financements sur la partie investissement, aide à la mise en place d'emballages industriels réemployables. J'insiste Ouais, sur c'est le ça, réemployable. tout à fait. Hop, je reprends la main. Hop. Je vais aller encore une fois assez vite puisque on est en train de dépasser un petit peu le temps imparti. Mais aujourd'hui aussi, si vous avez comment vous pouvez travailler sur les sujets d'emballage industriel et commerciaux et comment la CCI peut vous aider. Alors je parle de la CCI niveau national hein, parce que là nous au niveau Grand Est, donc il y a moi, il y a Ronan, Christelle, mais vous avez des interlocuteurs dans toutes les CCI de France qui travaillent sur les sujets de développement durable qui sont présents aujourd'hui au webinaire qui peuvent vous aider à travailler sur ces sujets. Comme on l'a vu, en fait, il y a énormément de cas particuliers à définir, à regarder. Je voyais dans les questions, voilà, par exemple, les emballages dangereux. On a vu qu'en fait, dans la mise en place de cette nouvelle REP, les emballages dangereux enfin, c'était un peu compliqué jusqu'à aujourd'hui. Ils vont passer dans le jalon des reps de produits dangereux. Donc il y a pas mal de changements et beaucoup de cas particuliers. Donc comment on peut vous aider? Alors bah c'est contacter la CCI, essayer de vous faites accompagner là-dessus. Nous les accompagnements en tout cas de premier niveau sur une analyse de vos problématiques qui sont gratuits. Aussi un sujet, c'est de dire bah, déjà comment on va réduire nos emballages industriels et commerciaux, donc travailler sur l'éco-conception. Nous, à la CCI Grand Est, on propose des accompagnements sur l'éco-conception, une demi-journée sur site, qui vous permettent d'avoir une première analyse de premier niveau sur la partie éco-conception, essayer de vous aider, vous aiguiller sur est-ce que je vais ou est-ce que je vais pas vers de l'éco-conception. Un autre sujet, on l'abordait, la REP, elle va quand même aussi impacter l'impact, elle va impacter la partie reprise des déchets. Aujourd'hui, le sujet déchets, c'est aussi une problématique importante pour les entreprises. Nous, on en est conscient au niveau Grand Est. On accompagne les entreprises sur la partie déchets et donc on est capable de vous accompagner gratuitement sur un diagnostic de meilleure valorisation de vos déchets. Encore une fois, nous, on est à votre service sur la partie Grand Est. Si vous avez des questions, des besoins d'accompagnement, je vous invite très chaleureusement à compléter le sondage, le questionnaire qui va vous être transmis à la fin du webinaire. Et
et on pourra vous recontacter aussi si vous avez des besoins d'accompagnement sur des exemples qui ont été cités. Je sais qu'il y en a eu beaucoup, on n'a pas pu tous vous répondre. Vous étiez plus de 400 aujourd'hui participer au webinaire. On vous en remercie énormément. En tout cas, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, revenir avec vos questions. Si vous avez besoin d'accompagnement, encore une fois, on peut vous accompagner à travers la France et vos demandes seront transmises aux équipes CCI que je recontacterai à l'issue du webinaire. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à nos intervenantes. On a un petit Merci. peu dépassé le timing, mais voilà, ça fait partie du jeu. Ça allait être, Un gros ça fait sujet. partie. Voilà, c'est un très gros sujet. En tout cas, on essaiera de vous informer en fonction des évolutions. Peut-être reprévoir un point, parce qu'on voit que c'est quand même un sujet qui vous intéresse particulièrement. Encore une fois, n'hésitez pas à signifier vos réponses, vos questions, vos cas complémentaires dans le sondage de fin de webinaire pour qu'on puisse revenir vers vous. Mais en tout cas, merci encore à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à vos intervenantes. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci à Merci. tous. Merci à vous. À Merci bientôt. Louis Au pour revoir. l'organisation. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Le webinaire, le replay sera envoyé aussi vous sera envoyé, il sera disponible sur le site, sur la chaîne YouTube de la CCI et sur le lien qu'on vous enverra. N'hésitez pas à compléter aussi si vous avez encore des questions, des frustrations, encore une fois, désolé, mais à le compléter dans le questionnaire. Voilà. Merci beaucoup, excellente journée.